Salut les passionnés de voitures anciennes. Bienvenue à notre deep dive du jour, spécialement concocté pour l'émission Vintage Car Chronicles. On va se plonger dans l'histoire d'une voiture qui a marqué les années 80 et 90. Ah oui, une légende. La Honda Prélude. On a une tonne d'infos sur ces 5 générations, 5 générations. de 1968 à 2001. Waouh! Alors prêt pour un voyage dans le temps? Absolument. La Prélude, c'est un modèle fascinant, parce qu'il montre comment Honda a toujours cherché à innover. Surtout en matière de design et de technologie, on va voir comment ils ont créé un coupé à la fois sportif et accessible, qui s'est démarqué de la concurrence. Ok, alors commençons par le commencement quoi. La première génération. De 1968 à 1980. On peut dire que la Prélude est un peu la petite sœur de la Toyota Celica, non? L'inspiration est assez flagrante. Oui, c'est vrai. Honda s'est clairement inspiré du succès de la Celica, une voiture compacte, avec un look sportif et un moteur qui a du peps. D'ailleurs, saviez-vous que le nom Prélude était une marque déposée de Toyota? Ils l'ont offert à Honda, ce qui montre bien l'esprit de camaraderie qui existait entre les constructeurs japonais à l'époque. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable quand on y pense. Mais qu'est-ce qui rendait cette première Prélude si spéciale, à part son nom? Eh bien, c'est la première Honda à être équipée d'un toit ouvrant électrique de série d'Aptos Souvenez. Imaginez, en 1978, c'était révolutionnaire. Ça a vraiment contribué à l'image de la Prélude comme voiture à la fois sportive et raffinée. Oui, je vois le tableau chevaux au vent. Musique à fond le rêve des années 80. Et à part ce toit ouvrant mythique, qu'est-ce qui la distinguait? Le design du tableau de bord était assez unique aussi. La radio était intégrée juste à côté des compteurs, ce qui donnait un look assez futuriste pour l'époque. J'adore ce genre de détails. C'est ce qui donne du caractère à une voiture. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on trouvait? Sur la plupart des marchés, c'était le moteur LED de 1,6 litres qui était proposé, mais le Japon et les États-Unis avaient droit au Heke de 1,65 litres, un peu plus puissant. Et pour la transmission, il y avait le choix entre une boîte manuelle à 5 rapports, une semi-automatique à 2 rapports, et plus tard une automatique à 3 rapports. Pas mal du tout pour l'époque Torelli. Et comment la presse a-t-elle accueilli cette première Prélude? Très positivement, on saluait sa qualité de fabrication, typique de Honda, et sa maniabilité, assez sportive pour un coupé compact. Certains journalistes la surnommaient même la Kawago Benz, en référence à la qualité perçue des Mercedes de l'époque. Kawago Benz, c'est plutôt flatteur comme surnom. Ça montre bien que la Prélude était une voiture bien née. Passons maintenant à la deuxième génération, celle de 1982 à 1987. Qu'est-ce qui change? Le design évolue beaucoup. La Prélude devient plus aérodynamique, avec de grandes surfaces vitrées. Et bien sûr, elle adopte les fameux phares escamotables. Les pop-up headlights, très tendance à l'époque, ça lui donnait un look encore plus sportif et moderne. Ah oui, les phares escamotables, tout le monde en rêvait à l'époque. C'était un peu le symbole de la voiture sportive. Mais est-ce qu'il y a eu des avancées technologiques notables sur cette deuxième génération? Oui, absolument, parce que Honda a introduit le système de freinage anti-blocage, le LB, une première pour la Prélude. C'est un équipement de sécurité important, qui améliorait considérablement le freinage en cas de situation d'urgence. La sécurité avant tout. Et côté moteur, qu'est-ce qu'on retrouvait ça? Au début, c'est un moteur 1,8 litres 12 soupapes. Puis arrive le 2 litres 16 soupapes DOHC avec injection de carburant, le fameux PGM-FI de Honda. C'était un moteur très performant pour l'époque. La version japonaise développait 160 chevaux, tandis que la version européenne bridée par les normes anti-pollution devait se contenter de 137 chevaux. Ah, les normes anti-pollution. Toujours un frein à la performance et amorce. Malgré cette différence de puissance, la Prélude a-t-elle eu du succès en Europe? Oui, surtout au Royaume-Uni. Elle s'est vendue comme des petits pains. Malgré le déclin général des voitures sportives à cette époque, elle avait vraiment du charme. Et pour ceux qui voulaient un peu plus de luxe, il y avait la finition exécutive avec direction assistée et sellerie en cuir Connolly. Du cuir Connolly dans une Honda. C'est-à-dire, si elle avait du potentiel, passons maintenant à la troisième génération, celle de 1987 à 1991, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Non? Tout à fait. Cette génération marque un tournant technologique majeur avec l'introduction du premier système de direction à 4 roues motrices au monde, le 4 roues motrices. Le CATWS. Le CATWS, c'est quoi exactement? C'est un système assez complexe, purement mécanique à l'époque, qui permet aux roues arrière de pivoter légèrement en fonction de l'angle de braquage des roues avant à basse vitesse. Les roues arrière tournent dans le sens opposé des roues avant pour réduire le rayon de braquage et améliorer la maniabilité en ville. À haute vitesse, elles tournent dans le même sens que les roues avant pour une meilleure stabilité dans les courbes rapides. C'est incroyable. On a vraiment été pionnier dans ce domaine. Quel était l'impact de ce système sur la conduite? Le KWS offrait une maniabilité exceptionnelle. Surtout dans les virages serrés, la Prélude était très agile et réagissait au quart de tour. C'était aussi un atout pour la sécurité.
car la voiture était plus stable et plus facile à contrôler dans les situations d'urgence. C'est génial. Et est-ce que Honda a partagé cette technologie avec d'autres modèles? Oui, on la retrouve aussi sur la Honda Ascot 2.0 FPTA, une berline sportive, mais c'est vraiment sur la Prélude que le KWS a connu son heure de gloire. D'ailleurs, cette troisième génération a été finaliste du concours de la voiture européenne de l'année 1988, ce qui était un exploit pour une voiture japonaise à l'époque. Oui, c'est vrai. La Prélude commençait à se faire un nom en Europe. Et au Japon, comment a-t-elle été accueillie? La version KWS a dépassé toutes les attentes de Honda. Les acheteurs japonais ont été séduits par cette innovation technologique. Et pour ceux qui voulaient un look plus sobre et plus luxueux, il y avait la version Prélude INX, avec des phares fixes et des finitions chromées. C'est intéressant de voir comment Honda a su adapter la Prélude aux différents marchés. On sent qu'ils ont vraiment mis le paquet sur cette troisième génération. Et côté moteur, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve le BVNA disponible avec un carburateur ou l'injection PGMSC selon les versions. Il y a eu un restylage de mi-cycle avec des pare-chocs et des feux arrière redessinés. Un petit coup de jeune pour rester au goût du jour. Bon, on arrive à la quatrième génération, celle de 1991 à 1996. Qu'est-ce qui change pour la Prélude? Le design évolue encore une fois. On dit adieu aux phares escamotables, remplacés par des phares fixes pour un look plus fluide et plus moderne. Le système 4WS est toujours là, mais il devient électronique, ce qui le rend encore plus précis et performant. Ah, l'électronique. Ça commence à envahir nos voitures. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on trouve, Vena? Plusieurs moteurs sont proposés, le F2.E de 2,2 litres pour la version de base, le F2.2 litres VTEC pour la version sportive et le H2.1 de 2,3 litres pour la version C. VTEC. En fait, c'est la fameuse technologie de Honda qui permet d'avoir deux moteurs en un pour les bas régimes et un pour les hauts régimes. C'est de la magie Worthy. Exactement. Le VTEC permet d'optimiser la puissance et le couple à tous les régimes, ce qui donne à la Prélude un caractère sportif encore plus prononcé. La version VTEC développait près de 190 chevaux et offrait des performances impressionnantes. C'est clair. Et est-ce qu'il y a eu des améliorations au niveau du freinage? Oui, la version VTEC bénéficiait d'un système de freinage plus puissant. Avec des disques plus grands et des étriers plus performants, Honda ne plaisantait pas avec la sécurité. Tant mieux. Et à part le moteur, y a-t-il eu d'autres changements importants sur cette génération vue? Oui, le toit ouvrant en verre a été remplacé par un toit ouvrant en acier coulissant, plus robuste et plus élégant. L'intérieur a également été revu avec un système audio à 8 haut-parleurs et la climatisation numérique sur la version japonaise. Des équipements de confort qui commençaient à devenir la norme à l'époque. Et y a-t-il eu des anecdotes particulières concernant cette génération? Oui, une Prélude a été utilisée comme voiture de sécurité lors du Grand Prix du Japon de Formule 1 en 1984. Une belle reconnaissance pour sa sportivité et sa fiabilité. C'est vrai, c'est une anecdote que j'avais complètement oubliée. Bon, on arrive à la cinquième et dernière génération de la Honda Prélude, celle produite de 1996 à 2001. Qu'est-ce qui la caractérise? On retourne à un style plus anguleux, s'inspirant de la troisième génération, mais en modernisant les lignes. Et on a introduit une nouvelle technologie de vectorisation du couple, l'Active Torque Transfer System ou ETTS. La TTS, un tours. Encore une innovation de Honda. Mais en quoi consiste cette technologie? La ETS permet de répartir le couple moteur entre les roues avant de manière dynamique, en fonction de l'adhérence et de l'angle de braquage. Cela améliore la motricité en sortie de virage et réduit le sous-virage, ce qui donne à la Prélude un comportement routier encore plus incisif. C'est vraiment une voiture qui repousse les limites de la performance. Et est-ce que cette technologie était disponible sur toutes les versions? Non, elle était réservée aux versions sportives Badge Type S au Japon, VTS en Europe et Type SH en Amérique du Nord. Et au niveau des moteurs, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette cinquième génération? Le HDN2 cadre de 2.2 litres VTEC est le seul moteur proposé, disponible en deux versions 195 chevaux, puis 200 chevaux après un léger restylage en 1989. Pas mal du tout. Et la boîte automatique, elle a évolué. Oui, Honda propose une nouvelle boîte automatique à 4 rapports avec un mode manuel séquentiel appelé Sequential Sport Shift. Cela permet de changer les rapports à la volée comme avec une boîte manuelle pour une conduite plus sportive. Une boîte automatique qui se prend pour une manuelle. J'adore. J'adore. Et au Japon, il y avait des versions spécifiques. Oui, la version Type S, exclusive au Japon, bénéficiait d'un moteur H22A poussé à 220 chevaux et d'un système ATTS encore plus performant. C'était la Prélude ultime. Une vraie bête de course. Mais malgré toutes ces innovations, la Prélude a-t-elle rencontré le succès escompté? Malheureusement, non. Les ventes ont commencé à décliner avec la troisième génération, et la cinquième génération n'a pas réussi à inverser la tendance. La concurrence était rude, notamment en interne avec l'accord coupé et la Civic Siècle,
qui offrait des alternatives plus spacieuses ou plus abordables. C'est dommage, car c'était vraiment une voiture exceptionnelle. Mais avant de conclure cette partie de notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point important, la concurrence interne que subissait la Prélude. Et Vous disiez que l'accord coupé lui faisait l'ombre, non Teng? oui, c'est vrai, l'accord coupé est un modèle très populaire, surtout en Amérique du Nord. Elle offrait plus d'espace et de confort que la Prélude pour un prix similaire. Difficile de rivaliser avec ça. C'est sûr. Et puis il avait aussi la Civic Sigging, qui était une alternative plus abordable et plus accessible pour les jeunes conducteurs. Honda avait une gamme de coupés sportifs très complète, ce qui rendait la tâche difficile pour la Prélude. Exactement. Mais malgré cette concurrence interne, la Prélude a su se démarquer par ses innovations technologiques et son design unique. Elle a séduit les passionnés de conduite, ceux qui recherchaient une expérience unique et un plaisir de conduite incomparable. C'est une belle conclusion pour cette première partie. La Honda prélude une voiture qui a marqué son époque et qui continue de faire rêver les amateurs de voitures sportives. On se retrouve dans la deuxième partie pour explorer plus en détail les innovations technologiques qui ont fait la réputation de la Prélude. À tout de suite. Alors, reprenons notre voyage au cœur de l'innovation chez Honda. On a parlé du 4WS, un système révolutionnaire pour l'époque. Mais ce qui est fascinant, c'est de comprendre pourquoi Honda s'est lancé dans cette aventure technologique. C'est vrai. C'était un pari risqué, non. Développer un système aussi complexe pour un coupé sportif, quel était l'objectif? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, il faut se rappeler qu'à la fin des années 80, la concurrence était féroce sur le marché des coupés sportifs. Les constructeurs japonais, mais aussi européens, rivalisaient d'ingéniosité pour proposer des voitures toujours plus performantes et technologiques. Honda voulait se démarquer, montrer qu'ils étaient capables d'innover. Exactement. Le 4WS, le statut WS, c'était une manière pour Honda de se différencier, de montrer son savoir-faire technologique. Et puis, il y avait aussi une dimension pratique. La Prélude était un coupé compact et le 4WS permettait d'améliorer sa maniabilité en ville, en réduisant le rayon de braquage. Ah oui, c'est vrai, on l'oublie souvent. Mais le 4WS n'était pas seulement un gadget pour faire le beau sur circuit, il avait aussi une utilité au quotidien. Absolument. Et puis, il y avait cet aspect sécurité que Honda a toujours mis en avant. Le 4WS, en améliorant la stabilité de la voiture, rendait la conduite plus sûre, notamment dans les situations d'urgence. C'est intéressant de voir comment Honda a réussi à conjuguer performance, praticité et sécurité dans un seul système. C'est ce qui fait la force de la Prélude. Non, cette capacité à proposer des solutions innovantes qui améliorent l'expérience de conduite à tous les niveaux. Tout à fait. Et cette philosophie, on la retrouve aussi dans d'autres innovations technologiques de la Prélude, comme l'ATTS, l'Active Torque Transfer System, qu'on a évoqué tout à l'heure. L'ATTS, si ma mémoire est bonne, c'est un système de vectorisation du couple qui permettait de répartir la puissance entre les roues avant de manière optimale. Mais concrètement, ça apportait quoi au conducteur Opel? Imaginez, vous êtes au volant de votre Prélude, vous abordez un virage serré, avec un système de transmission classique, la roue intérieure au virage a tendance à patiner, ce qui peut entraîner une perte de motricité et un sous-virage. La voiture a du mal à suivre la trajectoire qu'on lui impose. Exactement. Avec la TTS, c'est différent. Le système détecte la perte d'adhérence de la roue intérieure et transfère automatiquement une partie du couple vers la roue extérieure qui a plus d'adhérence. Résultat, la voiture reste stable et suit la trajectoire voulue, même en poussant un peu le rythme. C'est comme si la voiture anticipait nos mouvements et s'adaptait en permanence pour nous offrir une conduite plus précise et plus sécurisante. C'est tout à fait ça. L'ATTS, c'est un peu l'ange gardien du conducteur. Il veille sur nous et nous aide à garder le contrôle de la voiture, même dans les situations délicates. Et puis, ça procure des sensations de conduite extraordinaires. On a l'impression d'être collé à la route, de ne faire qu'un avec la voiture. Ah oui, ça doit être grisant. Et est-ce que cette technologie était réservée à une élite de conducteurs? Ou bien, était-elle accessible à tous? L'ATTS n'était pas disponible sur toutes les versions de la Prélude. Il était réservé aux modèles sportifs BG, type S au Japon, VTS en Europe et type SH en Amérique du Nord. C'était un peu la cerise sur le gâteau, un bonus pour ceux qui voulaient le meilleur de la Prélude. Et en parlant de meilleur, on ne peut pas passer à côté de la fameuse boîte automatique Sequential Sport Shift. C'était une innovation majeure pour l'époque. Absolument. Jusqu'alors, les boîtes automatiques étaient souvent critiquées pour leur manque de réactivité. Leur côté mou. Avec la Sequential Sport Shift, Honda a réussi à concilier le confort d'une boîte automatique et le plaisir d'une boîte manuelle. Comment ça fonctionnait concrètement? C'était une boîte automatique à 4 rapports, mais avec un mode manuel séquentiel. Ça veut dire qu'on pouvait passer les rapports à la volée, comme avec une boîte manuelle en utilisant le levier de vitesse ou des palettes au volant. On avait donc le choix, laisser la boîte gérer les rapports automatiquement, ou bien prendre le contrôle et jouer les pilotes. Génial.
C'est pas le meilleur des deux mondes. Non, on profite du confort de l'automatique au quotidien et on peut s'amuser à passer les rapports manuellement quand on a envie de se faire plaisir. Exactement. Et puis, ça permettait de mieux exploiter le potentiel du moteur, notamment sur les versions sportives équipées du VTEC. En passant les rapports manuellement, on pouvait maintenir le moteur dans sa plage de puissance optimale et profiter pleinement de ses performances. C'est clair. Et pour les puristes, ceux qui ne juraient que par la boîte manuelle, Honda n'a pas oublié de les chouchouter. Bien sûr que non. La boîte manuelle à 5 rapports était toujours disponible sur la Prélude. Et elle était d'ailleurs la seule transmission proposée sur la version type japonaise la plus sportive de toutes. Une vraie voiture de connaisseur, Ty. La Prélude, c'est vraiment une voiture qui s'est adressée à tous les types de conducteurs. Des plus tranquilles aux plus sportifs, il y en avait pour tous les goûts. Mais malheureusement, toutes les belles histoires ont une fin. La Prélude a tiré sa révérence en 2001. Pourquoi? Qu'est-ce qui a précipité sa disparition? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, le marché des coupés sportifs était en perte de vitesse à la fin des années 90. Les SUV commençaient à envahir les routes et les clients se tournaient vers des voitures plus spacieuses et plus polyvalentes. Les goûts évoluent, les modes changent. Exactement. Et puis, il y avait cette concurrence interne chez Honda, dont on parlait tout à l'heure. L'Accord coupé et la Civic, s'y étaient des alternatives séduisantes pour ceux qui recherchaient un coupé sportif. L'Accord offrait plus d'espace et de confort, tandis que la Civic était plus abordable et plus accessible pour les jeunes conducteurs. La Prélude s'est retrouvée un peu prise en sandwich entre ces deux modèles. C'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que la Prélude était un modèle assez cher à produire, avec ses technologies innovantes et ses motorisations performantes. Face à un marché en baisse, Honda a préféré se concentrer sur des modèles plus rentables. C'est la dure loi du marché. Mais malgré sa disparition prématurée, la Prélude a laissé une trace indélébile dans l'histoire de Honda. Et elle continue de fasciner les passionnés de voitures sportives. Oui, c'est certain secousse. La Prélude, c'est bien plus une simple voiture. C'est un symbole d'une époque, d'un esprit d'innovation et de performance qui a marqué toute une génération de conducteurs. Et puis elle nous rappelle que Honda n'a jamais eu peur de prendre des risques, d'explorer de nouvelles voies technologiques. Le 4WS, la TTS, la Sequential Sport Shift. Autant d'innovations qui ont fait de la Prélude une voiture unique en son genre. Absolument. Et qui sait, peut-être que Honda nous réserve une surprise en ressuscitant le nom Prélude pour un nouveau modèle dans le futur. On peut toujours rêver, Yuza. On croise les doigts. Mais en attendant, on va continuer à explorer l'héritage de la Prélude. Dans la troisième partie de notre Deep Dive, on va se pencher sur son impact sur la culture automobile et sur les raisons pour lesquelles elle continue de fasciner les passionnés. Restez avec nous. On a beaucoup parlé des innovations technologiques de la Prélude, mais il ne faut pas oublier son impact sur la culture automobile. Cette voiture a marqué les esprits, et pas seulement pour ses performances. Oui, c'est vrai. Je me souviens de l'avoir vue dans des films, des clips vidéo. Elle avait un côté cool qui plaisait aux jeunes. Absolument. La Prélude était souvent associée à un style de vie dynamique sportif un peu rebelle. Elle représentait la liberté, l'envie de s'évader. De vivre à fond. Et puis il y a toute une communauté de passionnés qui continuent de faire vivre les anciennes Préludes. On trouve des clubs, des forums sur Internet, des rassemblements de propriétaires. C'est impressionnant de voir à quel point cette voiture est encore populaire aujourd'hui. C'est la marque des grandes voitures, celle qui laisse une trace indélébile dans l'histoire. La Prélude a su créer un lien fort avec ses propriétaires. Un lien qui va au-delà de la simple passion automobile. C'est une voiture qui évoque des souvenirs, des émotions, des moments de vie. Et puis il y a ce côté collector qui s'est développé autour de la Prélude. Certaines versions, comme la type C japonaise, sont très recherchées par les collectionneurs, et leur valeur ne cesse d'augmenter. Oui, c'est vrai. La Prélude est devenue un objet de désir pour certains amateurs, un peu comme une œuvre d'art. Sa rareté, son design unique, ses performances, tout cela contribue à son aura mythique. Et si on devait résumer la Honda Prélude en quelques mots, qu'est-ce qui la rend si spéciale à vos yeux? Pour moi, la Prélude incarne l'esprit d'innovation de Honda. C'est une voiture qui a toujours cherché à repousser les limites, à proposer de nouvelles solutions technologiques, à offrir une expérience de conduite unique. Le 4WS, la TTS, la Sequential Sport Shift, autant d'exemples qui montrent que Honda n'a jamais eu peur de sortir des sentiers battus. Et puis il y a ce design si particulier, à la fois sportif et élégant. La Prélude a su traverser les époques sans jamais se démoder. C'est une voiture qui a du style, une vraie personnalité. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a ce plaisir de conduite incomparable, cette sensation de faire corps avec la voiture. La Prélude était agile, précise, réactive. Une vraie petite bombe sur la route. Et on termine ce deep dive en regardant vers l'avenir. Pensez-vous que la Prélude pourrait un jour renaître de ses cendres?
On a vu des rumeurs circuler sur un possible retour. On peut toujours espérer que le marché des coupés sportifs n'est plus ce qu'il était. Mais il y a une certaine nostalgie pour les voitures des années 80 et 90. Et puis Honda a toujours surprendre son monde. Ce serait formidable de voir la Prélude revenir sur le devant de la scène, avec une motorisation hybride ou électrique qui lui permettrait de s'adapter aux exigences du XXIe siècle. Qui sait, peut-être que Honda nous prépare une surprise. En tout cas, l'histoire de la Prélude n'est certainement pas terminée. Cette voiture continuera de fasciner les passionnés pendant encore de nombreuses années. C'est une belle conclusion. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive consacré à la Honda Prélude. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps et que vous en savez maintenant un peu plus sur ce modèle emblématique. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. On vous attend nombreux pour un nouveau deep dive demain. D'ici là, bonne route à tous.